Veuillez vous asseoir, dit le président. L'audience reprend. Nous donnons à présent la parole à la défense de Nunchea afin qu'il puisse poser des questions à la partie civile. Vous avez la parole, maître. Maître Sunan, bon après-midi, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. Bon après-midi, Madame Pexley-Pal. Je suis avocat de la défense pour Nunchea. J'ai quelques questions à vous poser, quelques questions seulement. Dans votre entretien avec les co-juges d'instruction, vous avez indiqué que vous savez lire et écrire. Quel est votre niveau d'instruction, s'il vous plaît? Réponse. Je vous remercie, maître. J'ai terminé jusqu'en première, donc j'ai obtenu le baccalauréat en 1974. Question. Merci. Dans votre réponse au co-avocat principal, vous avez dit que votre père était un espion pour le régime de Lon Nol et un agent de la CIA. Pouvez-vous nous préciser cet aspect des choses un peu plus? Était-il un espion ou était-il un agent de la CIA? Réponse. Mon père était un espion à la solde du régime de Lon Nol. Il n'était pas agent de la CIA. Il a joué un rôle mineur dans le service de renseignement ou dans le service d'espionnage plutôt. L'interprète se reprend. Question. Début 1975. Est-ce que vous saviez que connaissez-vous le nombre de personnes qui avaient fui vers la ville? Réponse. En 1975, avant la libération de la ville par les soldats Khmer rouges, j'avais remarqué une augmentation du nombre d'habitants dans la ville, mais je ne peux pas vous donner un chiffre exact quant au nombre de personnes qui vivaient à Phnom Penh à ce moment-là. Question. Pouvez-vous nous dire si le nombre a doublé ou si c'était multiplié par 1,5 ou... Réponse. Non, comme je n'ai aucune certitude, je me permettrai de ne pas répondre à cette question. Question. Votre père était un espion de Lon Nol. Et ce matin,
Vous avez dit devant cette Chambre que vous obteniez beaucoup d'informations venant de votre père. Avez-vous jamais entendu votre père parler des civils et des soldats de l'ONUL et des soldats Khmer Rouge? Vous a-t-il parlé des pertes tant civiles que militaires de part et d'autre? Réponse. Non, je n'ai jamais eu de chiffres de pertes et mon père ne m'a jamais donné cette information. Question. Est-ce que vous lisiez les journaux ou les revues où le nombre des pertes était indiqué? Réponse. Les conditions de vie dans ma famille n'étaient pas très bonnes à l'époque et donc on ne pouvait pas se permettre d'acheter la presse. Et si je réussissais à mettre la main sur un journal, je lisais plutôt la partie roman feuilleton que la partie nouvelle. Question. Dans votre document D296/10, la réponse à la question numéro 4, vous avez indiqué que le jour où les soldats Khmer Rouge ont fait évacuer les citadins de la ville en 1975, et après qu'ils aient tiré en l'air, si les personnes refusaient de quitter Phnom Penh, les Khmer Rouges les battaient à coups de crosses de fusil. Vous avez également indiqué que vous avez été personnellement témoin de ces actes près du marché de Krem Rumsey. Est-ce que vous avez été témoin de ces événements uniquement en cet endroit ou en avez-vous été témoin dans d'autres endroits de la ville? Réponse. Les soldats Khmer Rouges battaient les personnes qui refusaient de quitter Phnom Penh, mais je n'ai été témoin que du cas d'une seule famille. Il s'agissait de mes voisins. Nous étions en route et lorsque ces personnes ont essayé de rebrousser chemin vers Phnom Penh pour récupérer leurs affaires et d'autres effets, ils ont été arrêtés par les Khmer Rouges et pareillement le long du trajet, lorsqu'un membre de la famille est tombé malade et qu'ils ont voulu l'accompagner, ils ont été forcés sous la menace par les soldats Khmer Rouges qui ont également tiré en l'air pour leur faire peur et les faire avancer. Et la scène de coups de crosse, j'en ai été témoin près du marché de Krem Rumsey. Question. Ma question était la suivante. Est-ce que vous avez été témoin de ces événements une seule fois ou est-ce que vous les avez vus répétés ailleurs? Réponse. J'ai été le témoin direct de cela dans un seul endroit et en chemin, comme je l'ai indiqué. La situation était différente, mais il y a eu des coups et des menaces également.
et les miliciens ont tiré en l'air et l'on a également fouetté les gens. Mais en ce qui concerne les coups de crosse, je n'ai vu cela qu'une seule fois. Question. Dans le même document, en réponse à la question 22, vous avez répondu dans la dernière phrase ma sœur Peck Pan m'a raconté une autre histoire. Elle résidait au même village. Et elle m'a dit que toutes les nuits, on amenait des charrettes à bœufs pour transporter les gens du village et les envoyer à la mort, et qu'elle a vu le site d'exécution. Il s'agit là de votre déclaration faite au co-juge d'instruction. Est-ce que votre sœur en a été le témoin ou est-ce que vous en avez été personnellement le témoin? Réponse. C'est ma sœur aînée qui en a été le témoin et elle me l'a rapporté. Je vous remercie. Question. Dans ce même document, en réponse à la question 23, vous avez indiqué qu'en 1978, une femme qui s'appelait Ni, qui était une des personnes du 17 avril, et également Sam avait commis un délit moral. Alors je ne sais pas comment elle a commis ce délit moral, mais un jour, Chen l'a emmené derrière l'hôpital Tongloi et Sam a été attaché avec ses mains dans le dos, et ils lui ont dit « Vous avez commis un délit moral ». Et ensuite, ils l'ont éventré pour en retirer. Ils lui ont arraché la vésicule biliaire, l'ont attaché à un poteau. Après cela, ils lui ont enlevé les vêtements de la femme, l'ont attachée, et un des miliciens a appuyé la lame de son couteau, son coupe à tabac auprès de son cou. Elle a crié et le milicien lui a demandé si elle se sentait bien, puis le milicien a continué à le faire jusqu'à ce qu'elle meure. Je ne sais pas si le milicien l'a violée ou pas. Ma question est la suivante. Avez-vous été le témoin direct de cet événement ou est-ce que l'on vous a rapporté ces faits? Réponse. J'ai été personnellement le témoin de cet incident. Mais comme je l'ai dit dans le document, je ne sais pas si la femme avait été violée avant d'être attachée au poteau par les miliciens. Ce dont j'ai été le témoin, c'est quand le camarade Sam a été éventré et j'ai également été le témoin de la lame du couteau appuyé contre le cou de la camarade Ni. J'en ai été le témoin direct, personne ne m'a rapporté ces faits.
Question. Avez-vous été le témoin de ces faits pendant la journée ou faisait-il nuit? Réponse. Ça s'est produit dans l'après-midi, pas en matinée ni le soir. Ça s'est produit après la pause déjeuner. Et en fait, on m'a demandé d'aller cueillir des feuilles de derrière Dulkmei. Et alors que je me dirigeais dans cette direction pour cueillir ces feuilles, je n'avais rien remarqué au début. Puis j'ai entendu des cris. J'ai essayé donc de jeter un coup d'œil pour déterminer d'où venaient les cris, mais j'avais peur. Je voulais en fait rebrousser chemin, mais je n'arrivais plus à bouger. J'étais paralysé dans cette situation. Et après que cette femme soit morte et après que j'ai entendu les rires, je me suis reprise et je suis resté en place jusqu'à ce que tous les miliciens soient partis. Ce n'est qu'alors que j'ai pu me déplacer vers la cuisine sans avoir rien cueilli pour le repas. Question. Lorsque vous avez été le témoin personnel de ce viol ou de cet assassinat ou exécution, avez-vous eu peur? Réponse. J'étais terrifié. Question. Je n'ai plus d'autres questions. Merci, Madame la partie civile. Merci, Monsieur le Président. Le Président. Nous donnons à présent la parole à la défense de Ieng Sary, qui peut poser des questions à la partie civile. Je vous en prie. Maître, Madame, je vous remercie, Monsieur le Président. Encore une fois, bon après-midi, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, Madame Pexrey-Pao, je m'appelle Madame, et à ma droite se tient Monsieur Michael Carnavas. Nous sommes les co-avocats de la défense pour Monsieur Ieng Sary. Je n'ai qu'une question à vous poser. Dans votre réponse aux questions qui vous ont été posées par les co-avocats principaux, la question portant sur les évacués lorsqu'ils étaient dans le train, vous avez dit que si une personne dans un des wagons satisfaisait ses besoins naturels sans d'abord en informer le milicien, cette personne serait abattue. Donc ces miliciens, les miliciens ou soldats Khmer rouges qui étaient dans le wagon également. Vous avez indiqué que si cela se produisait. Est-ce une hypothèse que vous émettez ou bien? Réponse. Ce que j'ai dit dans ma réponse aux co-avocats principaux, c'est que si quiconque satisfaisait ses besoins personnels dans le wagon, cette personne serait abattue par les miliciens. Et en fait, cela s'est produit. Dans certains cas, ça s'est produit dans un des wagons. Un soldat a abattu la personne qui avait fait cela.
Et donc, après cela, si quelqu'un avait besoin de satisfaire ses besoins naturels, il devait d'abord demander la permission aux miliciens. Merci, dit l'avocat de la défense. Donc, ma question suivante est celle-ci. Avez-vous été le témoin direct de cet incident? Réponse. Non, ce crime s'est produit dans le wagon où je me trouvais. Je ne peux pas vous parler de ce qui s'est passé dans les autres wagons. Question. Combien de personnes ont été abattues dans ce wagon? Réponse. Une seule personne a été abattue. Après cela, personne n'a osé satisfaire à ses besoins personnels de cette manière. Je vous remercie, Madame. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser. Au nom de M. Yengsari, nous tenons à vous remercier pour votre témoignage devant cette Chambre afin d'assurer la manifestation de la vérité et nous vous souhaitons bon retour chez vous. Merci, Monsieur le Président. Le Président, je vous remercie. Nous allons à présent donner la parole à la défense de Khieu Sampang afin qu'il puisse poser des questions à la partie civile. Maître Kunsum An, merci Monsieur le Président. Bon après-midi à tous. Bon après-midi Madame Preksepao. Au nom de mon client, Khieu Sampang, je puis vous dire que nous n'avons pas de questions à vous poser. Merci Monsieur le Président. Le Président, merci. Merci Madame Preksepao. Comme nous vous l'avons indiqué au début de votre témoignage, la Chambre vous donne à présent la possibilité, à la conclusion de la séance de questions, de faire une déclaration relatant vos souffrances et les dommages que vous avez subis pendant le régime des Khmers rouges. Si vous désirez le faire, vous pouvez à présent prendre la parole. La partie civile. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, bon après-midi à tous dans ce prétoire et à l'extérieur. J'aimerais saisir cette occasion pour exprimer mes souffrances au cours des 3 ans, 8 mois et 20 jours du régime. C'est un privilège pour moi de pouvoir parler de ces souffrances devant votre Chambre. Pendant ce régime de 3 ans, j'ai tout perdu et j'ai vécu dans la terreur mentale et physique et j'en ressens encore les séquelles aujourd'hui. Les crimes ont dévasté ma famille, moi-même, ma nation, mon peuple. Pendant ce régime, mon petit frère qui avait 14 ans, qui avait volé une citrouille, a été écrasé, liquidé. Et c'est une forme d'agonie à laquelle j'ai dû m'habituer. Mes autres frères et sœurs qui n'ont pas été exécutés sont morts à cause du travail qu'ils ont dû accomplir et du manque de soins médicaux et de médicaments. Et je dis également que 19 femmes qui étaient dans la coopérative des corporates étaient violées tous les soirs. Elles étaient dans une unité spéciale. 19 d'entre elles étaient violées tous les soirs. Et le 20e jour, c'était le tour de ma meilleure amie de subir le même sort. Elle m'a dit ce qui s'était passé et en tant que femme, ayant été violée par le chef de la coopérative et du secteur,
C'est une situation qui provoquait une véritable agonie chez moi. Dans ce régime, ce genre de personnes seraient poursuivies et condamnées. Et donc la souffrance, l'agonie que j'ai ressentie ne m'a pas quitté. Elle demeure en moi. Cependant, j'insiste pour que le CETC octroie des dommages collectifs, car nous voulons des dommages collectifs en tant que partie civile, mais nous voulons que cela se matérialise, qui sait, sous la forme d'un stupa ou d'un centre médical pour soutenir les victimes des parties civiles, et un stupa où nous pourrions effectuer les cérémonies religieuses pendant la fête de l'eau ou le Nouvel An, afin de pouvoir retrouver la paix intérieure. Un autre point important est le fait que quiconque commet un crime doit être puni. Et c'est pour cette raison, Monsieur le Président, que j'insiste pour que justice soit rendue, pas seulement pour moi-même, mais pour toutes les victimes, parce que je fais également partie des victimes. Et je vous demande d'essayer de trouver, de forcer ces dirigeants supérieurs de reconnaître les crimes qu'ils ont commis au cours de cette période de 3 années et 8 mois, qu'ils reconnaissent leurs projets visant à dévaster le pays, de s'engager dans le massacre à grande échelle de la population. Et j'insiste auprès de vous afin que leurs punitions soient sévères et servent d'exemple pour les générations à venir, afin que tous puissent savoir que personne n'est épargné dès lors qu'ils commettent un crime. Le Président, je vous remercie, Madame Pexripan. L'audition de votre témoignage touche à sa fin et vous êtes libre de disposer. Votre témoignage contribuera effectivement à la manifestation de la vérité. Vous pouvez à présent regagner votre domicile et nous vous souhaitons un bon retour. L'huissier d'audience, en coordination avec la WISU, apportera toute l'assistance nécessaire à la partie civile afin que celle-ci puisse regagner son foyer. Madame Pexrepol, vous pouvez à présent quitter le prétoire. Le président. À présent, les parties ont l'occasion de faire des observations sur la déclaration faite il y a quelques instants par la partie civile au sujet de ses souffrances. Apparemment, personne n'a d'observation à faire. Par ailleurs, les co-avocats principaux pour les parties civiles ont donné leur réponse au sujet de la partie civile TCCP 213. Il apparaît que les co-avocats n'entendent pas faire déposer cette partie civile. La question avait été posée hier par le juge Lavergne et les co-avocats principaux y ont répondu.
il apparaît que la déposition de cette partie civile serait dénuée de pertinence en l'espèce, raison pour laquelle la Chambre n'entendra pas la déposition de cette partie civile. La Chambre va à présent entendre la déposition de la partie civile TCCP 59. Huissier d'audience, veuillez faire entrer la partie civile dans le prétoire. Le président. Bon après-midi, monsieur. Comment vous appelez-vous? Réponse. Je m'appelle Kim Van Die. Question. Monsieur Kim Van Die, quand êtes-vous né? Réponse. Je suis né le 6 juin 1962. Question. Où êtes-vous né? Réponse. Je suis né dans le village d'Angkor-Chey, commune d'Angkor-Chey, district d'Angkor-Chey, province de Kampot. Question. Où habitez-vous? Réponse. Dans le village numéro 4, commune de Traeng Troyong, district de Phnom Sruik, province de Kampong Speu. Question. Comment gagnez-vous votre vie? Réponse. Je suis ouvrier. Question. Quel est le nom de votre père? Réponse. KML. Question. Quel est le nom de votre mère? Réponse. Om Yun. Question. Combien de frères et sœurs avez-vous? Réponse. J'ai 5 frères et sœurs. Question. Êtes-vous marié? Si oui, comment s'appelle votre épouse? Réponse. Oui. Ma femme s'appelle Joyce Raymond. Question. Combien d'enfants avez-vous? Réponse. J'ai 6 enfants. Le président. Monsieur Kim Van Die, en tant que partie civile, vous aurez le droit d'exprimer les souffrances que vous avez vécues et de parler du préjudice que vous avez subi en raison des crimes allégués.
Vous aurez l'occasion de vous exprimer à ce sujet à la fin de votre déposition. Vous pourrez parler du préjudice que vous avez subi à l'époque du Kampuchea démocratique. Ce sera à la fin de votre déposition que vous aurez l'occasion d'en parler. Par ailleurs, en application de la règle 91 bis du règlement intérieur, les co-avocats principaux pourront interroger la partie civile en premier. Je vous en prie. Maître Pik-Ang. Bon après-midi, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. C'est Maître Tisrina qui va interroger la partie civile. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. Le Président. Maître Tisrina, je vous en prie. Maître Tisrina. Bon après-midi, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. Bon après-midi, Monsieur Kim Van-Di. J'ai tout d'abord quelques questions sur l'endroit où vous résidiez à l'époque du régime de Lon Nol. Votre famille et vous-même, où viviez-vous sous le régime de Lon Nol? Réponse. Sous ce régime, j'habitais à Choi Changwar. Je ne me souviens pas du nom de la commune, mais c'était à Choi Changwar. Peut-être dans le district de Mok Kampul de la province de Kandal. Question. Combien de membres comptait votre famille à l'époque? Réponse. Je ne me souviens pas du nombre exact de membres de la famille, car 2 de mes frères ont disparu. Moi, j'ai vécu avec mes parents et un cousin, ainsi qu'avec mes sœurs. Sreidon et Sreisokunti. Toutes 2 sont mes sœurs. Question. Comment vos parents gagnaient-ils leur vie durant cette période? Réponse. À l'époque de Lon Nol, ma mère était femme au foyer, tandis que mon père était dans la marine. Question. Que faisiez-vous à l'époque? Réponse. J'allais encore à l'école. Question. Vous rappelez-vous ce qui s'est passé avant le moment où les Khmers rouges se sont emparés de Phnom Penh? Que s'est-il passé dans votre quartier? Réponse. Je ne m'en souviens pas bien. Mais j'ai vu des soldats de Lon Nol qui se battaient contre les soldats Khmers rouges. Il y avait des hélicoptères
des armes automatiques étaient aussi utilisées à partir des hélicoptères. Les combats se déroulaient tant le jour que la nuit. Les soldats Khmer rouges étaient basés à Wihiesu et près de ma maison, il y avait des soldats de Lon Nol. Voilà ce dont je me souviens. Question. Durant les combats entre les soldats Khmer rouges et ceux de Lon Nol, avez-vous vu si des membres de votre famille ou des villageois vivant dans votre quartier ont été blessés? Réponse. Aucun membre de ma famille n'a été blessé, mais parmi les voisins, des gens ont été blessés dans leur famille. Cela dit, je ne suis pas sorti pour voir ce qui s'était passé, car nous devions nous réfugier dans des bunkers ou dans des tranchées pour nous mettre à l'abri. Question. La zone où vous viviez était-elle contrôlée par le régime de Lon Nol ou par les Khmer rouges? Réponse. À cette époque, les Khmer rouges n'avaient pas pris contrôle de ce secteur, lequel était occupé par les soldats de Lon Nol. Question. Vous affirmez que vous habitiez à Choi Changwar. Suite à ces événements, avez-vous déménagé? Réponse. Oui, nous avons dû déménager. Nous sommes allés habiter chez mon oncle. Celui-ci a dit à ma mère que nous ne serions pas en sécurité à l'endroit où nous étions et que nous devions trouver un meilleur endroit en allant vivre chez lui, parce qu'à ses dires, sa maison ne serait pas touchée par des bombes. Et donc, après consultation des autres membres de la famille, nous avons décidé de déménager pour aller rejoindre notre oncle. Question. Où habitait votre oncle? Réponse. À Samtomuk. Question. Combien de temps avez-vous passé chez votre oncle avant la prise de Phnom Penh par les Khmer rouges? Réponse. D'après mes souvenirs, j'ai vécu chez mon oncle plusieurs fois avant la prise de Phnom Penh. Question. Pourriez-vous préciser? Vous dites avoir habité chez votre oncle plusieurs fois. Qu'est-ce que cela veut dire? Réponse. La première fois, c'était à cause des combats. Nous étions terrifiés. Nous avons donc quitté notre maison pour aller chez mon oncle. Quand les combats se sont calmés ou se sont arrêtés, nous sommes rentrés chez nous. Mais ensuite, les combats reprenaient et donc nous faisions ainsi la navette entre les deux endroits.
Question. Quand avez-vous logé pour la dernière fois chez votre oncle et combien de temps était-ce avant la prise de Phnom Penh? Réponse. Je ne sais plus combien de temps je suis resté là-bas avant la prise de Phnom Penh, mais je me souviens que pendant les derniers jours des combats, lorsque les bombes ont cessé de tomber, vers minuit, nous sommes allés chez mon oncle. Question. Je suis désolé, je vais devoir répéter ma question. Vous dites avoir dû aller chez votre oncle lorsqu'il n'y avait plus de bombes et vous dites que c'était pendant la nuit. Combien de temps êtes-vous resté chez votre oncle avant la prise de Phnom Penh par les Khmers rouges? Est-ce que vous avez compris ma question? Dans le cas contraire, je vous prie de me le faire savoir. Réponse. Je n'ai passé qu'une nuit chez mon oncle. Au matin, vers 6 heures, je me suis réveillé et j'ai vu qu'il y avait déjà beaucoup de soldats Khmers rouges qui entraient dans Phnom Penh. J'ai vu mon oncle conduire une Jeep des soldats américains. Il a garé la voiture devant notre maison alors que les soldats Khmers rouges marchaient dans la rue. Un soldat Khmer rouge lui a tiré dessus. Il s'est effondré. Le soldat, lui, a réintégré son groupe et le groupe a continué à avancer. Question. Pourquoi votre oncle s'est-il fait tirer dessus? A-t-il parlé avec le soldat? S'est-il querellé avec lui? Réponse. J'étais dans la maison, la porte était fermée, j'ai entendu la Jeep se garer. C'était mon oncle qui la conduisait. Je n'ai pas fait attention à la conversation entre lui et le soldat, mais j'ai entendu des coups de feu. J'ai ouvert la porte tout doucement et j'ai vu que mon oncle était effondré par terre dans son sang. Il portait son uniforme militaire et il y avait encore des galons sur son uniforme. Question. Quel était le rang de votre oncle à cette époque? Réponse. Je ne m'en souviens pas, mais je me rappelle que mon père disait que mon oncle était colonel. Question. Avez-vous été témoin de la scène durant laquelle votre oncle a été abattu? Réponse. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai entendu les coups de feu.
Après avoir entendu les coups de feu, j'ai ouvert la porte et j'ai vu qu'il était par terre et qu'il gisait dans son sang. Question. Vous rappelez-vous qui lui a tiré dessus? Réponse. Je savais que c'était un soldat Khmer rouge, mais je ne connaissais pas son nom. Question. Qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est un soldat Khmer rouge qui a abattu votre oncle? Réponse. À ce moment, j'ai vu un soldat Khmer rouge quitter son groupe. Il a dit, voilà ce qui arrive aux traîtres. Tous les traîtres doivent être liquidés. C'est ce que je l'ai entendu dire. Ensuite, je suis allé à l'arrière de ma maison pour prendre la fuite. Question. Est-ce que la femme de votre oncle est sortie pour voir ce qui était arrivé à son mari? Est-ce que vous vous en souvenez? Réponse. Je me rappelle de cet événement, mais pas en détail. Je me souviens qu'à ce moment, nous avons d'abord entendu des cris. Chacun devait sortir de chez soi. La femme de mon oncle pleurait sur le corps de son mari. Elle était effondrée à cause de la mort de son mari, qui était quelqu'un de très bon. Question. Après que votre oncle s'est fait tuer, est-ce que vous avez appris que la population devait être évacuée? Autrement dit, combien de temps après la mort de votre oncle a-t-on annoncé à la population de Phnom Penh qu'elle devait quitter la ville? Réponse. À ce moment-là, je n'ai rien entendu. Nous pensions que notre famille devait faire venir des moines bouddhistes pour réciter des prières du Dhamma et pour tenir une cérémonie religieuse traditionnelle. Mais nous n'avons pas trouvé de moines, raison pour laquelle nous n'avons pas pu organiser cette cérémonie. Vers 1h du matin, le même jour, nous avons entendu des gens crier sur le boulevard Kampuchea-Krom. Les gens étaient à mobilette. Ils disaient que les habitants devaient quitter la ville parce que les Américains allaient larguer des bombes très bientôt. Voilà ce que nous avons entendu. Question. La personne qui a fait cette annonce, quel uniforme portait-elle? Était-ce un soldat de Lon Nol ou un soldat d'un autre groupe?
Réponse. Le soldat portait un uniforme noir, il avait un krama autour du cou et il portait une casquette. Il était accompagné par quelqu'un d'autre qui conduisait une mobilette SL. La personne qui faisait l'annonce portait un haut-parleur portable. Il annonçait aux habitants de quitter la ville immédiatement, mais seulement pour 3 jours. Et ce, pour éviter les bombardements aériens des Américains. À l'époque, la confusion régnait, on tirait, des gens mouraient. Nous nous sommes précipités pour préparer quelques bagages et pour quitter la maison dans l'espoir de revenir 3 jours plus tard. Question. Est-ce que votre famille a été forcée de fuir? Réponse. Nous hésitions, nous attendions de voir si les autres partaient ou non. Il y avait un autre groupe de soldats. Ils nous ont demandé en criant pourquoi nous n'étions pas encore partis. Ils nous ont dit de partir pour échapper au bombardement aérien. Et donc, une fois que nous avons entendu cet appel, nous sommes mis en route avec le peu d'affaires que nous avions. Question. Après avoir été menacé, est-ce que l'on a eu recours aux armes pour forcer les gens à quitter leur domicile? Réponse. Là où je vivais, je n'ai pas vu de menaces utilisées, de menaces proférées en utilisant des armes. Mais à quelques distances de chez nous, un groupe de personnes s'était rassemblé et des coups ont été tirés en l'air pour accélérer le mouvement et ils les ont fait se déplacer. J'ai entendu des cris au loin, peut-être à 10 mètres d'où je me trouvais. C'est tout ce dont je me souviens. Question. Est-ce que vous et votre famille avez quitté Phnom Penh immédiatement? Et si oui, dans quelle direction êtes-vous parti? Réponse. Ma famille est la famille de mon oncle, l'épouse de mon oncle, donc. Nous sommes partis séparément. J'ai passé le pont de Cheyongwa, nous avons pris la route nationale 6. Mais je ne me souviens plus des détails. Je ne sais plus très bien quelle route nous avons pris parce que je ne connaissais pas toutes les rues et routes de Phnom Penh à l'époque. Question. Vous avez dit que vous avez suivi la route nationale numéro 6. Et lorsque vous avez quitté la maison de votre oncle à Santomok, vous étiez dans les environs du pont Trium Troa.
Est-ce que vous avez été le témoin de quelque incident particulier à ce moment-là? Réponse. Bien, lorsque nous nous déplaçons sur la route nationale numéro 6, la route était encombrée de personnes. Il était difficile de se déplacer. Et j'ai vu des personnes blessées. Je ne peux pas dire s'il s'agissait de civils ou de militaires. J'ai vu des gens qui portaient des bandages. J'ai vu des gens qui étaient raccordés à des baxters. Mais je n'ai pas accordé beaucoup d'attention à cela parce que j'avais peur de me retrouver séparé de ma famille. Et nous avons essayé de nous presser avec le reste des personnes. Question. Entre la maison de votre oncle à Santonmok jusqu'au pont de Shrui Changwa, sur ce trajet, est-ce que vous avez pu observer des soldats qui patrouillaient la voie et quelle était la situation à ce moment-là, si vous en avez un souvenir? Réponse. Lorsque nous avons quitté la maison de mon oncle, j'ai remarqué que l'on affichait des panneaux. J'ai vu les soldats Khmer rouges en uniforme noir, avec un foulard autour du cou et portant le béret. Ils portaient des fusils AK-47 ou des fusils M16. Et tout le long de la route, ils étaient postés à intervalles d'à peu près 10 mètres. Leurs armes, cependant, étaient pointées vers le sol. C'est ce que j'ai pu observer. Question. Vous avez indiqué que certaines des personnes que vous avez vues portaient des bandages au bras. Avez-vous dit que... Est-ce que vous pouvez nous dire si ces personnes qui patrouillaient ou qui étaient postés en sentinelle tous les 10 mètres, est-ce qu'ils faisaient attention à ces blessés? Réponse. Non, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu ces soldats s'occuper des blessés. Ils se tenaient immobiles le long de la route et quand il y avait un encombrement, il criait aux gens pour qu'ils se déplacent plus vite afin que ceux qui suivaient puissent poursuivre leur chemin. Mais d'après ce que j'ai vu, ils ne se préoccupaient pas des malades. Question. Avez-vous pu constater que dans la foule des gens, il y avait une seule direction dans laquelle s'orientaient les gens ou est-ce qu'ils allaient dans différentes directions? Réponse. La majorité des gens se dirigeaient hors de la ville, un petit nombre seulement se dirigeaient vers l'intérieur de la ville. Peut-être s'étaient-ils perdus ou bien est-ce qu'ils étaient à la recherche de leur famille ou bien de récupérer leurs effets ou de rentrer chez eux pour chercher de l'argent. Bien sûr, c'est ce que j'ai pu observer. Je ne leur ai pas posé de questions, donc je ne sais pas quelle était la raison précise qui les poussait à se déplacer vers le centre de la ville. Question. Lorsque vous vous êtes
déplacés hors de la ville, vers le pont Shrey Shangvar. Avez-vous pu voir des personnes refusant de partir parce qu'ils ne voulaient pas abandonner leur maison ou leur propriété, ce qui leur appartenait? Et si c'était le cas, que leur est-il arrivé? Réponse. Je ne pense pas avoir vu des gens qui refusaient de partir par peur de perdre leurs biens. Mais j'ai entendu des gens qui parlaient pendant que nous étions en route et ils disaient qu'ils n'avaient pas emmené grand-chose parce qu'ils n'avaient eu que très peu de temps pour se mettre en marche. C'est tout ce dont je me souviens. Question. À ce moment, est-ce qu'il y a eu des tirs? Est-ce que des personnes ont été abattues? Est-ce qu'on a porté des coups aux personnes? Réponse. J'ai vu un homme que je ne connaissais pas, je ne connais pas son nom, qui se dirigeait en sens inverse en criant qu'il avait perdu ses enfants. Et lorsqu'il s'est approché du soldat Khmer Rouge qui était posté là, il a demandé la permission de faire demi-tour pour aller retrouver ses enfants, mais le soldat Khmer Rouge lui a crié de poursuivre dans l'autre sens, sinon il serait mort. Et il a utilisé ce terme, mort. Et à ce moment-là, je ne savais pas vraiment ce qu'il voulait dire. Et cet homme s'était mis à genoux et plaidait avec le soldat Khmer Rouge. Et le soldat Khmer Rouge, à ce moment-là, l'a frappé dans le dos avec son fusil. L'homme est tombé visage contre terre. Un peu plus tard, cet homme s'est éloigné, très déçu. À ce moment-là, les autres membres de ma famille me tenaient par la main et je me suis retourné pour voir ce qui s'était passé en fait, parce que nous nous déplacions assez lentement à pied. Et mon père m'a dit de ne pas me retourner et de me presser dans l'autre sens. Donc à partir de là, je me suis retourné et puis j'ai suivi ma famille. Le président, je vous remercie. Le moment est venu de faire une brève pause. Nous allons suspendre nos travaux pour revenir à 15 heures, donc 20 minutes. Nous demandons à l'huissier d'audience de bien vouloir s'occuper de la partie civile pendant cette période de pause et de faire en sorte qu'elle soit de retour à 15 heures.